Bonjour et merci de votre fidélité. Nous allons parler des élections sénatoriales avec l'un des candidats de cette élection. C'est Nadjim Hamada qui a été investi par le MDM. Bonjour monsieur le candidat. Bonjour Madame Anne-Constance. Vous allez bien? Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Merci pour votre invitation, pardon. Ça fait un petit moment que je vous invite. Vous avez attendu pour commencer à prendre la parole dans ces élections. Pourquoi? Pourquoi on a attendu? Parce que cette élection ne se gagne pas sur les plateaux, si je peux m'exprimer ici. C'est-à-dire que c'est une élection qui prescrit d'aller au-devant des grands électeurs. Il y en a 540, il me semble, à Mayotte. Et donc, il faut aller les voir individuellement. Et je me fais un point d'honneur d'aller les voir individuellement parce que chacun a son mot à dire, a ses doléances, chacun a sa vision. Et à chaque fois que je rencontre un grand électeur, ma première question, c'est moi qui pose la première question, qu'est-ce que vous attendez de votre futur sénateur ? Voilà, on commence la discussion ainsi. Et qu'est-ce qu'ils vous répondent? Eh bien, ils me répondent qu'on sait bien que le sénateur, c'est le représentant des collectivités, mais la population souffre, on n'a pas d'eau. La population souffre, on est envahi par des barbares dans nos maisons, sur les plages, dans nos voitures, on ne peut plus circuler. Les collectivités, quand je rencontre les maires, souffrent parce qu'on est sous-doté, parce qu'on n'est pas considéré, parce qu'on est mal accompagné. Et donc, fort de ces retours sur le terrain avec l'ensemble des élus et des grands électeurs, effectivement, j'ai privilégié plus le terrain, si je puis dire. Et excusez-moi, vous m'avez souvent invité et j'ai à chaque fois dû décliner parce que j'avais un rendez-vous très tôt le matin, on commence, on finit très tard à rencontrer les gens. Et donc, je me suis permis des fois d'annuler, mais effectivement, il faut quand même aussi que la population, même si c'est les grands électeurs qui votent, puissent se faire une idée sur leur futur, enfin en tout cas sur les candidats et les futurs sénateurs qui postulent à ce poste-là. Donc merci et excusez-moi d'avoir pris le temps de venir. Alors, une petite question très pragmatique. Vous êtes donc investi par le MDM, parti mahorais, qui n'existe pas en métropole. Si vous êtes le 24 septembre élu sénateur, où allez-vous siéger une fois à Paris dans cet hémicycle? D'accord, très bien. Avant de répondre à cette question, parce que je voulais quand même féliciter l'ensemble des jeunes lycéens qui ont obtenu le bac. C'est très important parce qu'il faut les encourager parce que c'est l'avenir de Mayotte. J'ai dit même, c'est notre patrimoine intellectuel. Et malheureusement, on ne le met pas en valeur parce que dans ce territoire, et c'est ce qui ressort de nos discussions avec les élus, on n'a pas de filière d'excellence, on n'a pas des filières scientifiques, on n'a pas de filières techniques. Ils sont obligés d'aller en métropole faire leurs études et revenir. Donc le sénateur qui doit venir demain, effectivement, devrait se tourner vers cette jeunesse et essayer de se battre pour qu'elle puisse se fixer sur son territoire et qu'elle se forme ici. Alors pourquoi vous me posez la question, où est-ce qu'on va siéger sur les bancs? Nous sommes un parti local et nous sommes fiers de dire que nous sommes MDM, le parti qui s'est battu pour que vous et moi nous soyons là aujourd'hui librement et parler librement dans une démocratie. Et donc à ce titre-là, notre liberté, on l'a gardée en étant un parti local et non s'affilier à un parti national. Être dans un parti national, on est souvent, il y a une discipline de parti. C'est-à-dire que oui, on doit voter comme on nous le dit. Une discipline de parti, effectivement, quand on est sur le plan national dans un parti, effectivement, quand le parti dit qu'il faut voter dans un sens, on a vu, par exemple, je peux prendre cet exemple-là sans crainte, la loi sur l'amendement sur le titre de séjour territorialisé, où Mansour Kamardine demande à ce que ça soit aboli et que les gens puissent partir vers l'extérieur. Et que c'était la députée Ramlati Ali qui était contre. Pourquoi? Parce que la discipline voulait qu'on lui a dit qu'il fallait dire ça. Donc, pour échapper à ce genre de choses, effectivement, nous ne sommes pas affiliés à un parti national. Maintenant, effectivement, il faut siéger dans un groupe. Exactement. Il faut siéger dans un groupe. Et comme j'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas tous être
dans la majorité. Et je pense que notre démocratie respire par l'opposition. Effectivement, notre député Estelle Youssoufa nous le démontre très bien qu'on n'a pas besoin d'être dans la majorité pour être entendu. On n'a pas besoin d'être dans la majorité pour que les dossiers de Mayotte avancent. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de groupes sur la table au Sénat. Effectivement, cette question se pose, mais cette question ne m'appartient pas qu'à moi. C'est-à-dire que je suis au sein d'un parti politique et je suis quelqu'un de très discipliné. C'est-à-dire que le bureau politique de ce parti se réunira et on choisira en notre âme et conscience le parti qui nous permettra de ne pas être muselé, fait le groupe qui nous permettra de ne pas être muselé et de défendre les dossiers de Mayotte sans pour autant avoir à rendre des comptes à un parti national. Alors, vous êtes avocat, vous avez un beau cabinet, une brillante carrière d'avocat. Si vous êtes élu sénateur, vous allez devoir faire un choix. Je vous remercie pour le beau cabinet et une belle carrière. Vous savez, Madame Anne-Constance, ça fait 15 ans que je suis avocat, depuis 2008. Ça fait, avant d'être avocat, j'ai fait 5 ans de droit. Et après, j'ai fait 2 ans d'école d'avocat. Donc, ça fait 22 ans que je baigne dans le droit, la justice, les textes de loi. Et je pense que c'est un atout. Ça me permet justement de relever que c'est un atout, puisque cette maison dans laquelle on veut aller siéger, c'est une maison où on ne parle pas de Manzaraka, où on ne parle pas de Daïra, on ne parle pas de ce genre de choses. On est en train de parler de droit. On fait la loi, en fait. On fait la loi. Ouais. Et donc, qui est plus à même à aller dans ce genre d'instance que des personnes ou des personnalités qui sont juristes, qui sont avocats et qui ensuite... Voilà. Donc, il faut faire un choix, oui et non. Moi, j'ai eu l'expérience quand j'ai commencé à débuter ma carrière d'avocat. Je voyais Mansour Kamardine, qui était député, et j'étais impressionné. Je le voyais un coup à la télé, un coup je le vois à l'audience en train de plaider. Effectivement, on peut concilier les deux. Et j'ai un cabinet, par la grâce de Dieu, qui tourne bien. J'ai des collaborateurs extraordinaires qui font un travail formidable et qu'ils peuvent tout à fait s'occuper de mon cabinet et moi m'occuper des affaires du département. Donc vous continuerez à faire un peu les deux. Alors, les questions politiques sont quand même au centre de cette campagne et on ne peut pas dire qu'à Mayotte tout va bien. Vous avez évoqué le thème tout à l'heure. Si les choses continuent ainsi, au 1er octobre, nous n'avons plus d'eau du tout. Le MDM et vous-même, comment vous vous positionnez sur les restrictions qui sont annoncées? Là, on le voit pour le 17 juillet, un volant supplémentaire de restrictions. On parle de la remise en place de rampes d'eau. Le MDM et vous-même, vous en pensez quoi? Moi, on trouve que la situation est scandaleuse parce que nous sommes quand même en France. La France, c'est-à-dire nos aînés se sont battus. Ils disaient, nous voulons être français pour rester libres, la liberté. Et c'est la première part de la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Donc là, nous sommes dans une phase d'égalité. C'est le combat que nous menons au MDM. L'égalité voudrait qu'on soit traité de la même manière que tous les autres départements, c'est-à-dire avoir accès à l'eau, aux prestations sociales, avoir les mêmes droits, en somme, que nos compatriotes de la métropole et des autres outre-mer. Monsieur Colombet, préfet, disait... comment il avait dit, il a fait un pacte sur l'eau et indiqué qu'il n'y aura plus de coupure d'eau. C'était à 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. L'année dernière, un ministre est venu ici à signer un contrat de progrès sur l'eau. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ce contrat de progrès sur l'eau prévoit 411 millions d'euros pour effectivement venir au secours des Mahorais qui ne doivent pas avoir... connaître ce genre de situation de coupure d'eau 7 jours sur 7, vous imaginez? Ah oui, j'imagine. C'est le tiers-monde. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui vont partir travailler le matin, qui ne se seront pas douchés, qui vont rentrer le soir et qui ne pourront pas le faire. Et qui ne pourront pas se cuisiner, et qui ne pourront pas faire leurs ablutions, et ainsi de suite. Nous sommes au tiers-monde, là. C'est scandaleux, ce genre de situation. Et on nous dit qu'on va nous remettre des bouteilles d'eau, on nous avait promis un tanker d'eau, ainsi de suite. Il y a des solutions. On a misé sur 20 ans sur la petite chance. C'est-à-dire, on a dit, on a une saison de pluie, une saison sèche, donc il va pleuvoir 6 mois sur 6. Sauf que le dérèglement climatique fait qu'il ne pleut plus. On a misé sur la chance au lieu de miser sur les infrastructures. Et donc, aujourd'hui, on en paye le prix. L'État et Providence, c'est la France, c'est sa devise également. L'État doit venir au secours des Mahorais.
Mayotte est au chevet de la République. Mayotte est aux urgences de la République et cette crise de l'eau le montre à un point qu'on a besoin de ce pacte, 411 millions d'euros. Ça fait 1 an aujourd'hui, on n'a aucun suivi de ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a avancé? Est-ce que disait justement la Cour régionale des comptes, c'est qu'ici, on met ce genre d'argent sur la table. Il n'y a aucun contrat de suivi, aucun comité de pilotage. On ne sait pas ce qui se passe. Après, on vient nous dire que vous ne savez pas utiliser les fonds. Mais il faut nous accompagner en même temps. Il faut également, susciter l'envie des gens d'aller plus loin. On balance les dossiers et après, on repart à Paris. On nous dit, on va regarder les Mahorais. Là, la situation est telle qu'effectivement, nous devons absolument, dans l'immédiat, trouver des solutions. Alors, l'usine de dessalement, c'est la solution. On est entouré d'un océan. C'est le plus facile. Aujourd'hui, en matière de production d'eau, je crois il y a 70%, c'est de l'eau de surface. C'est les retenues, quoi. Oui, et les rivières. 24%, c'est les rivières, il faut aller creuser. Et puis, il y a 6% de dessalement. Que 6%, mais il faudrait rajouter un zéro sur 60%. À terme, c'est ça, il faudrait arriver. Mais l'urgence... Mais ça ne nous fera pas de l'eau au mois de septembre, tout ça. Non, mais l'urgence, c'est ça. Ouais. L'urgence, c'est il y a des unités mobiles de désalinisation qui existent. Ça s'est vu à Tokyo, il y a eu une difficulté, je ne sais plus quelle année, 2008, 2009. Fukushima. Hein. Voilà, Fukushima. Et donc, il a fallu trouver de l'eau pour la population. Il y a eu des unités mobiles de dessalement qui existent, qui permettent, avec des systèmes pour... Même tout un village peut avoir accès à l'eau avec ces systèmes-là immédiatement. Pourquoi l'État n'investit pas dedans? Et le conseil départemental, pourquoi il ne le fait pas? Moi, je dis l'État est providence. L'État est providence, c'est-à-dire l'État doit venir au secours des Mahorais. Le département, bien sûr, a son rôle à jouer, mais le département a tellement de choses à régler en même temps avec un budget qui est assez contraint. Je pense que l'État doit d'abord venir au secours des Mahorais. Et puis, nous, on prendra le relais. Alors, il y a une autre question que je voudrais aborder avec vous, Nadjim Hamada, c'est celle de Wambouchou. Le MDM n'a pas pris la parole sur le sujet depuis le début de l'opération. Vous êtes sur le plateau, c'est l'occasion d'entendre ce que vous en pensez. Et puis, en même temps, voilà, le point de vue du MDM sur Wambouchou. Vous êtes pour, vous trouvez que les résultats obtenus sont satisfaisants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sur Wambouchou, Madame Anne-Constance, on dit Anguena? Oui. Ok. Oui, vous pouvez m'appeler Anne-Constance tout court, hein, c'est mieux. Sur Wambouchou, on a pris la parole à plusieurs reprises. J'ai été moi-même, il y a quelques mois, sur les antennes de vos collègues de Maït la Première pour indiquer que le MDM soutient l'opération Wambouchou. Et on a, comment dire, on revendique même la paternité. Pourquoi? Parce que nous sommes le parti qui s'est battu pour ça, pour avoir plus de droits, plus de république, plus de France à Mayotte. Et donc, plus de France, c'est effectivement ces gendarmes et militaires à qui on rend hommage pour le travail formidable qu'ils font sur ce territoire. Et nous demandons effectivement qu'ils viennent. On a d'autres élus du MDM, Soula Saïd Souf, qui est venu sur votre plateau, me semble-t-il. Qui vient souvent d'ailleurs. Qui vient souvent et qui a d'ailleurs mandat du bureau pour s'exprimer au nom du parti également. Et donc, qui est venu exprimer sa position. Après 3 mois de Wambouchou, qu'on a appelé de nos voeux, parce que l'idée c'était de se battre contre les occupations illégales de nos terrains, se battre contre cette délinquance qui nous tue au jour le jour, et puis essayer de ramener vers les frontières le maximum de personnes qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire. On constate au bout de 3 mois que on espère que ce n'était pas une moraline, dans le sens où le bilan est assez mitigé. Et pourquoi? Parce que quand on aspire à envoyer des gens vers un territoire étranger, l'État a fait une première erreur, c'est de ne pas s'assurer de la coopération de l'État. Comorien. Il fallait déjà s'assurer qu'on va engager cette action, vous êtes disposé à accueillir ou pas. Ça n'a pas été fait. Deuxième chose, quand on aspire à venir traiter la délinquance, à aller chercher les délinquants et ainsi de suite, ça aussi, il y a aussi des choses à dire. Pourquoi on n'a pas associé les maires de Mayotte
et les polices municipales qui, eux, savent dans quel banga se trouvent ces voyous. On a envoyé des gens qui viennent de métropole avec leur propre commandement. On a laissé le commandement de Mayotte et donc il n'y a pas eu beaucoup d'arrestations, Madame Anne-Constance Anguena. Je vous l'assure, en tant qu'avocat, je peux vous dire que les gens qui se sont fait interpeller sur ce territoire, c'est l'activité pénale régulière et normale. C'est pas Ombouchou qui a fait qu'on a arrêté des gens, c'est des gens qu'on arrête tout le temps parce que c'est ainsi. Et dernier élément, sur cette opération Ombouchou, on nous dit qu'elle va se continuer. Fort heureusement qu'elle va se continuer, l'opération va se continuer parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'interpellations. On a détruit des habitats, les gens se sont déplacés ailleurs, mais on n'a pas résolu le problème. Donc effectivement, nous restons sur notre faim, nous demandons à ce que effectivement ça se renforce encore plus. Et nous avions demandé, et depuis le mois d'octobre, j'avais fait le tour des antennes également, au mois d'octobre de l'année dernière, qu'il y ait une opération de ce type-là, je l'appelais opération Serval, qui est prévue par la loi, qui permet, dans un territoire où il y a des difficultés comme ceux qu'on connaît également, c'est d'envoyer des unités de gendarmerie pour venir mettre l'ordre. Opération Serval. Ça s'appelle Ombouchou aujourd'hui, et c'est très bien. Et nous avions demandé à l'époque, pour que ça soit le plus efficace possible, c'est de décréter l'état d'urgence sécuritaire. Oui. L'état d'urgence sécuritaire, ça permet quoi? Ça permet en Conseil des ministres de dire que ce territoire, compte tenu de la délinquance, la situation du territoire, on permet aux préfets, aux procureurs, accentuer leur pouvoir, pour faire des perquisitions administratives. C'est-à-dire aller dans tout banga pour vérifier qui est là, en situation régulière. Ce qu'on ne peut pas faire en temps normal. Non, c'est une situation exceptionnelle, prévue de manière exceptionnelle quand il y a une crise grave sur le territoire, une partie du territoire. Perquisition administrative, on va au domicile de Madame Anne-Constance pour savoir si elle est en situation irrégulière sur son territoire, sur le territoire de la France, voir s'il y a des armes. Ainsi de suite, ça nous permettrait de confisquer tous ces Opangas qui traînent sur ce territoire et effectivement de faire le tri entre ceux qui ont vocation à rester sur le territoire et ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Malheureusement, si tout juridique n'a pas été mis en place, vous voyez les émeutes qui se passent en métropole. Je vous laisse encore une semaine ou deux, l'état d'urgence va être mis en place parce qu'on a déjà eu l'exemple en 2005, ça a été mis en place et ça a été radical, ça a résolu le problème. Merci beaucoup Nadjim Hamada, le temps est déjà écoulé, mais j'espère que vous allez revenir vite parce qu'il y avait encore plein de questions que j'avais à vous poser. Je reviendrai. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes.